Les virus, un des sujets brûlants du moment. Entre les différents travaux qui sortent du bois, les confirmations de la fuite du laboratoire PK de Wuhan et les récentes lois de l'administration Trump visant à interdire le gain de fonction, les suspicions autour du Covid et des autres virus vont bon train. Il y a 2 ans déjà, en collaboration avec le Front médiatique, j'avais traduit une série d'interviews de chercheurs internationaux sur la virologie. Ils venaient tous démonter les preuves de l'existence des virus et affirmer purement et simplement qu'aucun virus n'avait jusque-là pu être isolé. À cette époque-là, j'avais trouvé cette information déroutante, mais je n'avais pas encore le recul nécessaire pour me faire une réelle idée du sujet. Les mois ont passé et les chercheurs ont continué chacun à leur rythme à nous exposer leurs découvertes, qui ont petit à petit dissipé mes doutes pour faire place à de plus solides certitudes. Aujourd'hui, il devient difficile de justifier l'existence des virus. L'histoire de la virologie est ponctuée de cruels manquements scientifiques. Les protocoles d'isolement des virus n'ont jamais été respectés à 100% et aucune expérience visant à prouver la contagion ne l'a jamais réellement prouvé. S'il y a bien une chose qui définit les hypothèses scientifiques qui fondent notre monde, c'est la présence de preuves tangibles et solides, et l'absence de tout autre paramètre connu pouvant expliquer un phénomène. Ici, le phénomène est la maladie, et l'hypothèse, la théorie virale. Eh bien, désolé pour la théorie virale, mais les preuves ne sont tout simplement pas suffisantes pour l'étayer, et d'autres hypothèses sont aujourd'hui disponibles pour expliquer la maladie. La virologie est une pseudo-science, basée sur de la spéculation informatique qui repose sur du vent, et chaque variant ou chaque virus repose sur encore plus de vent que son prédécesseur. Je vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon de l'affreux gain de fonction responsable de la pandémie de Covid-19, qui n'était en fait qu'une pandémie de tests PCR. Tests PCR qui, je le rappelle, n'ont jamais été conçus et ne peuvent pas confirmer la présence d'un agent pathogène entraînant une maladie. Pour ceux qui ne les ont pas vus et ne connaissent pas le sujet de la virologie, je vous encourage à aller visionner les interviews que j'ai traduites, la vidéo de Pierre Chaillot et la conférence de Félicien Menin sur le Front médiatique pour vous faire une meilleure idée, car sans les bases, vous trouverez ces hypothèses folles et dénuées de sens. La remise en cause de la théorie virale n'est pas qu'une question médicale, mais s'attaque à notre manière de considérer le monde dans son ensemble. La conscience toujours tournée vers l'extérieur, trop occupée à gérer toutes les stimulations qui nous entourent, nous nous sommes perdus dans d'hypothétiques ennemis invisibles, plutôt que de chercher les causes à l'intérieur, dans nos propres dysfonctionnements, ce que certains comme Claude Bernard ou Antoine Béchamp appelaient le terrain. Nous pourrions en parler encore longtemps, mais je vous laisse à présent en compagnie de Samantha Bailey, une médecin néo-zélandaise. Cette vidéo est une compilation de 2 de ces vidéos. Et vous allez découvrir à quel point le gain de fonction est une arnaque scientifique. Entre torture de furet et faux postulats, bon visionnage à tous. L'une des questions qui m'a été posée à plusieurs reprises ces derniers temps concerne la recherche sur le gain de fonction et les fuites présumées des laboratoires de virologie. Si vous connaissez Virusmania, dont vous avez entendu parler dans mes vidéos sur l'isolement des virus, vous vous êtes peut-être rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui nécessite d'autres explications. Cependant, même pour certains de mes téléspectateurs et lecteurs réguliers, cela a créé une certaine confusion, et je reçois des emails à ce sujet presque tous les jours. Cette vidéo répondra donc aux questions sur le gain de fonction, et je résumerai ce que je pense qu'il se passe, ou peut-être plus précisément, ce qui ne se passe pas. What do we mean by virus isolation or virus purification? These are jargon words in virology, and they're not very precise. They mean different things to different people. Des virus militarisés avec des protéines spike mortelles modifiées, des laboratoires de virologie secrets opérant dans des régions inaccessibles du monde, la création de l'hépatite, du VIH, du SRAS, des supervirus.
Cela semble dramatique, mais qu'y a-t-il derrière tout cet enfumage? Y a-t-il un feu ou est-ce juste une illusion? Cela vaut la peine de gratter sous la surface et de revenir aux fondamentaux. Maintenant, soyez patients, car avant de disséquer l'histoire du gain de fonction, je pense qu'il est très important de définir le contexte. En guise d'introduction, nous devons rapidement établir la réelle définition d'un virus. Essentiellement, il s'agit d'une minuscule particule avec une enveloppe protéique à l'intérieur de laquelle se trouve du matériel génétique, qui peut être de l'ADN ou de l'ARN, mais il y a plus que cela. La particule doit être infectieuse, c'est-à-dire qu'elle peut infecter une cellule hôte, se répliquer, provoquer une maladie et potentiellement se transmettre à d'autres hôtes. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo La vérité sur l'isolement des virus, les définitions utilisées par les virologues sont souvent incohérentes. Ils disent parfois avoir isolé un virus lorsqu'ils détectent des séquences génétiques et affirment que celles-ci constituent un génome viral. Le problème est qu'un examen de leur méthodologie révèle qu'ils n'ont jamais prouvé que le matériel génétique provenait de l'intérieur d'un virus. Ils détectent simplement des séquences provenant d'échantillons cliniques bruts et de cultures virales, qu'il serait plus juste d'appeler cultures tissulaires, car la présence de virus dans ces échantillons est spéculative. I'm not quite sure what's behind your question about isolation. L'autre problème avec la soi-disant identification des virus, ce sont les images qui nous sont présentées. Tout d'abord, il y a ces types d'images, qui sont des images générées par ordinateur et qui sont en réalité l'expression d'un artiste. Ensuite, nous passons aux véritables micrographies électroniques de ce qui semble être des coronavirus. Sauf qu'il y a un petit problème. Les images que je viens de vous montrer ne sont pas un coronavirus célèbre, car ces images proviennent en fait de biopsies rénales d'avant l'ère Covid. Les auteurs de cet article émettent maintenant une mise en garde concernant l'interprétation des images de micrographie électronique et affirment à juste titre que l'apparition de particules de type viral pourrait représenter une endocytose à médiation par récepteur ainsi qu'une endocytose en phase liquide ou des corps microvésiculaires contenant des exosomes avant qu'ils ne se libèrent à la surface de la cellule. En gros, cela signifie que les processus qui se déroulent dans la cellule n'ont rien à voir avec des virus ou une infection. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, il décide ensuite de faire écho au CDC et suggère que la preuve du fameux coronavirus pourrait être fournie par la confirmation de la présence de protéines virales ou d'ARN dans les tissus. Il cite un article de 2004 intitulé « Caractérisation ultrastructurelle du coronavirus du SRAS », qui se rapporte à la soi-disant épidémie de SRAS en 2003. Mais si vous lisez la méthodologie de l'article cité, il n'y a rien qui démontre que l'ARN qu'il détecte est de nature virale. Il réalise une culture tissulaire avec des cellules Véro E6 qui sont dérivées de cellules rénales de singes. Avec cette culture, il rapporte avoir détecté 2 séquences d'ARN qui seraient spécifiques au SRAS1. L'une des séquences mesure 325 nucléotides et l'autre 625 nucléotides. Mais comment ont-ils su que ces séquences étaient spécifiques à un virus? Parce qu'ils se réfèrent aux séquences de GenBank. D'accord, mais comment ont-ils obtenu ces séquences dans la base de données en premier lieu? I don't want to be your textbook. You know? I got other things to do. Un exemple pour le SRAS serait cet article canadien de 2003 intitulé « Séquences génomiques du coronavirus associé au SRAS ». Ils affirment avoir obtenu leur isolat à partir d'un patient à Toronto. C'est donc le premier problème. Ils prétendent avoir déjà un isolat. Je vous suggère de regarder ma vidéo « La vérité sur l'isolement viral » pour comprendre comment le terme « isolat » est utilisé en virologie, car ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. En tout cas, il suggère que le virus est définitivement présent dans l'échantillon. Et à ce stade, vous devez définir si le simple fait de déclarer que vous avez un virus dans un échantillon est une affirmation scientifique valable. Il réalise une culture tissulaire avec des cellules Véro de reins de singe, puis déclare qu'ils ont purifié le virus. Waouh, ça devient intéressant. Mais l'article principal ne nous dit pas en quoi consistait ce processus de purification. Si nous regardons les documents supplémentaires, il y a plus de détails. À aucun moment, ils n'ont obtenu de micrographie électronique pour confirmer qu'ils avaient purifié de véritables virions. Au lieu de cela, ils ont centrifugé le matériel de culture tissulaire Véro, puis, dans un acte de foi, ont conclu qu'ils avaient 55 nanogrammes d'ARN viral purifié, à partir desquels ils pouvaient commencer à assembler le soi-disant génome viral.
C'est un point crucial sur lequel beaucoup de gens semblent s'être enlisés. Je vais donc souligner son importance. Avec ce type de méthodologie, comment a-t-on établi que les séquences génétiques détectées provenaient de l'intérieur d'un virus ? Il y avait des milliards de fragments génétiques dans les cultures tissulaires, y compris des cellules de singe, de sérum fœtal de veau, et ensuite l'échantillon de tissu broncho-alvéolaire du patient, qui contient toutes sortes de matériel hôte, ainsi que potentiellement d'autres organismes tels que des bactéries. On entend parfois dire que le processus de purification est trop difficile. Mais pourquoi ne devrait-il pas être effectué ? Et pourquoi des chercheurs affirment-ils avoir purifié des virus alors qu'ils ne l'ont manifestement pas fait ? En 1972, des chercheurs purifiaient des particules qu'ils prétendaient être des virus et le confirmaient par microscopie électronique. Ils ont utilisé la centrifugation en gradient de saccharose pour concentrer leurs particules et en regardant leur micrographie électronique, on dirait qu'ils ont fait du bon travail. Cela compte-t-il comme une purification de virus ? Je ne pense pas, car n'oubliez pas que la définition d'un virus est que la particule doit être infectieuse et qu'elle peut infecter un hôte, se répliquer, provoquer une maladie et potentiellement se transmettre à d'autres hôtes. Cet article dit qu'ils ont commencé avec des cultures cellulaires chroniquement infectées par des virus tumoraux à ARN sélectionnés. Mais comment a-t-on établi que ces particules sont des virus ? Faire des expériences de propagation tissulaire ne permet pas d'établir qu'il s'agit d'un virus. Il faut une expérience clinique dans laquelle ils prennent les particules purifiées et montrent qu'elles sont capables d'infecter un nouvel hôte et de provoquer une maladie. Ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'ils pouvaient purifier des particules ressemblant à des virus. Il y avait un autre problème dans l'article canadien sur le SRAS. Il n'y avait pas d'expérience de contrôle. Ils auraient dû effectuer le même test avec la culture tissulaire, y compris un échantillon de lavage broncho-alvéolaire provenant d'un patient souffrant d'une autre maladie que le SRAS, afin de voir si les mêmes séquences pouvaient être générées. Mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire, car les génomes supposés ne sont pas séquencés bout à bout. Ils sont reconstruits dans un arrangement hypothétique à l'aide d'un logiciel informatique. J'aborde les problèmes liés à cette reconstruction artificielle dans mon entretien avec Andrew Kaufman, alors consultez-le pour plus d'informations. Parfois, je suis contactée par des téléspectateurs qui envoient un article affirmant avoir réalisé des expériences de contrôle ou fabriqué de fausses cultures infectées. En voici un exemple typique qui affirme montrer des cultures de cellules Vero et un contrôle négatif, qui n'a pas les critères d'une expérience de contrôle, car ils ne disent même pas ce qu'ils en ont fait. Ont-ils exposé l'échantillon à un autre échantillon provenant d'une personne malade qui ne serait pas atteinte du Covid ? Ont-ils ajouté les mêmes antibiotiques toxiques au mélange ? Ont-ils stressé les cellules par des passages ? En outre, le docteur Stéphane Lanka a récemment mis le doigt sur ce point, en démontrant qu'il est possible de provoquer des effets cytopathiques sans même introduire d'échantillons de patients dans la culture. Dans tous les cas, c'est à ce moment-là que vous devez contacter les auteurs pour savoir ce qu'ils ont réellement fait. Beaucoup d'entre vous le savent, notre équipe de Virusmania aime aller au fond des choses. Comme lorsque Thorsten Engelbrecht a révélé qu'aucun des auteurs de l'étude n'avait prétendu avoir purifié le virus le plus célèbre du monde. Quoi qu'il en soit, si vous comptez m'envoyer ces articles, essayez d'abord de voir avec les chercheurs et les auteurs ce qu'ils ont réellement fait. Mais qu'est-ce que le gain de fonction ? Le gain de fonction est le processus qui modifie un organisme de manière à augmenter la transmissibilité ou la maladie chez les espèces affectées. Si j'ai bien fait la première partie de la vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un problème majeur. Ne devrions-nous pas prouver que nous avons réellement un organisme avant de pouvoir le soumettre à un gain de fonction ? La recherche virologique sur ce qu'on appelle le gain de fonction existe depuis un certain temps. Bien que pour quelque chose qui consomme apparemment des millions de dollars, elle ne semble pas avoir beaucoup de succès. En 2011, le professeur Ron Fouchier du Centre médical Erasmus a présenté lors d'une réunion scientifique publique les résultats de la modification génique des virus dits de la grippe aviaire et des furets. La grippe aviaire H5N1 est un tel cirque que nous lui consacrons un chapitre entier dans Virusmania. Nous avons demandé à diverses institutions et chercheurs de nous fournir une preuve quelconque de son existence ou de son pouvoir pathogène. Mais le mieux que nous ayons obtenu est la suggestion d'une institution de chercher dans les bases de données scientifiques telles que PubMed. Nous avions déjà malheureusement essayé et nous n'avons rien trouvé. Si vous regardez l'article en question, il commence de manière suspecte, en déclarant que les virus de la grippe A ont été isolés chez de nombreuses espèces hôtes, y compris l'homme. Mais nous savons que cela ne signifie pas isolé au sens où leur existence a été prouvée.
Et la référence qu'il donne vous renvoie à cet article, qui est un article de synthèse sans les preuves requises. Passons donc aux expériences proprement dites, où ils ont placé leurs furets dans des cages de transmission jumelées distantes de 10 cm, avec un flux d'air dirigé d'une cage à l'autre. Ils ont ensuite inoculé à un furet ce qu'ils disent être le virus H5N1, ce qu'on ne peut qualifier que d'une soupe de culture. Ils n'ont signalé aucune transmission par voie aérienne à partir de cette souche initiale. Ils ont donc ensuite placé leur soupe dans le nez d'un furet, l'ont tué 4 jours plus tard, ont écrasé ses tissus nasaux et ont placé le tout dans le nez d'un autre furet. Ils ont ensuite répété le processus plusieurs fois, comme le montre ce schéma. Après avoir répété l'opération 6 fois, le massacre des furets a ralenti, et ils ont simplement utilisé des prélèvements nasaux pour transmettre ce qu'ils pensaient transmettre à des furets successifs. Au fur et à mesure, ils ont vérifié quelles séquences génétiques ils pouvaient détecter dans leurs échantillons nasaux de furets et ont constaté qu'il y avait des différences. Mélanger ensemble beaucoup d'échantillons biologiques bruts différents et trouver des séquences génétiques différentes? Je sais ce que j'en conclus, mais nos scientifiques spécialistes du gain de fonction ont déclaré qu'ils avaient un virus de la grippe mutant. Puis, avec leur super soupe grippale, ils ont répété l'expérience de transmission en cage et ont constaté que 3 furets sur 4 étaient infectés par transmission aérienne. Mais il y a un petit problème ici. Revenons au schéma de campagne d'extermination des furets. S'ils n'ont pas de preuve directe de la présence d'un virus ici, ils n'ont certainement pas de preuve de la présence d'un virus là. Ils disent qu'ils ont des preuves grâce à des virus attitrés. Mais il s'agit simplement de cultures tissulaires, dans ce cas avec des cellules MDCK ou des cellules rénales de chien. Ensuite, ils construisent des séquences génétiques générées par ordinateur qui proviennent du virus de la grippe. Mais comme je l'ai déjà expliqué, comment a-t-on pu déterminer qu'elles provenaient d'un virus? L'article traite également de l'hémagglutinine et de la neuraminidase. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais nous expliquons pourquoi elles ne constituent pas une preuve de l'existence de virus comme le H5N1 dans Virusmania. Vous serez probablement intéressé de savoir qu'aucun des furets n'est tombé malade ou n'est mort à la suite de l'une de ces expériences dites de transmission par voie aérienne. Certains furets ont éternué, mais c'était parce qu'on leur avait injecté une solution saline tamponnée au phosphate directement dans leur petit nez. Apparemment déçus que leur soupe de superbactéries ne fasse pas grand-chose, les chercheurs ont décidé de tester si le virus H5N1 transmissible par voie aérienne pouvait provoquer une pneumonie. Et comment ont-ils procédé? Avec un intratrachéal à forte dose. 6 furets ont reçu 3 ml de soupe de culture injectée dans leur trachée. C'est une quantité démesurée de liquide à injecter dans les poumons d'un petit animal. Et sans surprise, cela a tué 2 des furets, les autres ayant été euthanasiés. Chez les humains, ce serait comparable à verser plus de 100 ml de culture liquide directement dans la trachée. De plus, ce ne sont pas des particules virales purifiées qu'ils ont injectées dans les poumons, mais une culture tissulaire mixte. Pourquoi n'ont-ils pas fait une expérience de contrôle et injecté 3 ml de soupe alternative à des furets similaires? Et je suis surprise qu'elle ait été approuvée par le comité d'éthique. Je vous laisse libre de penser ce que vous voulez du soi-disant gain de fonction. Je ne pense pas que cela ait démontré quoi que ce soit, si ce n'est que des fondements scientifiques fragiles peuvent conduire à des théories incontrôlables. Cependant, l'étude sur les furets a provoqué la panique dans de nombreux secteurs, certains spéculant que ces virus à gain de fonction pourraient être libérés dans la population intentionnellement ou par fuite accidentelle de laboratoire. Nous sautons donc à l'époque actuelle. Et maintenant, nous voyons même les grands médias inondés de discussions sur le gain de fonction et les fuites de laboratoire. Personnellement, je suis assez méfiante lorsque des politiciens et des plateformes telles que Facebook commencent à introduire ces choses dans le narratif officiel. We know that Facebook recently reversed their decision on taking down any kind of information that said it came from the lab in Wuhan. Vous vous souvenez quand le narratif officiel était que le virus provenait de chauves-souris via le marché humide? Je ne m'inquiéterai pas trop des fuites de laboratoire si ce qu'ils font avec leurs expériences devrait être versé dans vos poumons en grande quantité pour causer des problèmes.
Ce type de recherche sur le gain de fonction est mené par des jeunes de 21 ans dans le monde entier, dont les expériences se terminent parfois par des lésions pulmonaires et des visites aux urgences. Donc si quelqu'un a investi des millions de dollars dans des laboratoires de gain de fonction virale, il devrait probablement demander un remboursement. Je ne dis pas que le gain de fonction n'a pas de réel potentiel avec d'autres organismes tels que les bactéries. En fait, il est relativement facile de créer des souches de bactéries résistantes aux antibiotiques avec un minimum d'efforts. Ces souches sont déjà apparues à la suite d'une surutilisation d'antibiotiques chez les personnes et les animaux qui n'en ont pas besoin. Elles ne posent toujours pas de problème pour la grande majorité des humains sur la planète, mais ces souches sont préoccupantes pour les personnes à risque. Une fois que vous aurez compris qu'il existe de gros problèmes avec les techniques fondamentales de la virologie moderne, vous poserez rapidement des questions sur la notion de gain de fonction. Si vous ne l'avez pas vu, vous souhaiterez peut-être regarder ma vidéo « Les secrets de la grippe » pour voir ce qui s'est passé lorsqu'ils ont essayé de transmettre la grippe lors d'expériences sur des humains au milieu de ce qui était considéré comme l'épidémie la plus meurtrière au monde. Spoiler, il n'y a pas eu de transmission. Et peu importe à quel point une expérience semble compliquée, souvenez-vous que tout revient à des définitions simples. À vous de juger si elles sont respectées. Project Veritas a récemment rendu public des documents suggérant que des recherches sur le gain de fonction ont été menées en secret, malgré un déni au plus haut niveau. Est-ce la preuve irréfutable qu'un virus s'est échappé d'un laboratoire et est à l'origine du Covid-19, comme il le suppose? J'ai déjà expliqué pourquoi le gain de fonction des virus est absurde dans ma vidéo « L'enfumage du gain de fonction ». À cause de la censure de YouTube, il a fallu la retirer de cette plateforme. Mais elle peut toujours être visionnée sur ma chaîne Odyssée. Je souligne que les grandes plateformes technologiques semblent même parfois promouvoir le récit du gain de fonction, tout en supprimant massivement les vidéos sur l'existence des virus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons décortiquer le contenu des derniers documents impliquant un lanceur d'alerte présumé, la DARPA, l'EcoHealth Alliance de Peter Daszak et les Chinois. Je vais répéter pourquoi il est crucial de rester concentré malgré toutes ces distractions, car lorsqu'il s'agit de virus, il y a une chose dont ils ne veulent pas du tout que nous parlions. Alors, justement, allons-y. Qu'est-ce que le gain de fonction? Le virologue Vincent Racaniello affirme que la recherche sur le gain de fonction donne à un organisme une nouvelle propriété ou améliore une propriété existante. L'organisme peut être un virus, une bactérie, un champignon, un rongeur, un oiseau, un poisson ou tout autre organisme pouvant être manipulé expérimentalement. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cette affirmation, si ce n'est qu'il a mentionné le mot virus, qui, comme nous le verrons, est le moment où l'histoire du gain de fonction s'effondre avant même d'avoir commencé. En ce qui concerne les autres organismes qu'il a mentionnés, nous pouvons confirmer empiriquement qu'ils existent et que le gain de fonction pourrait avoir du sens. Par exemple, il est facile de créer une résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Bien que ce ne soit pas l'intention, les microbiologistes remarquent qu'un nombre croissant de bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques utilisés dans diverses industries. Il serait donc relativement facile de créer une bactérie super résistante en laboratoire. Je ne suis pas pour l'utilisation d'antibiotiques dans la plupart des cas et je pense qu'il faudrait en réduire l'usage. Mais même si des bactéries résistantes apparaissent, cela ne poserait pas de problème pour la grande majorité des humains. Car tout dépend du terrain, même si ce que je viens de dire peut énerver des fans de la théorie des germes. Quoi qu'il en soit, revenons à la recherche sur le gain de fonction des virus. Par définition, un virus est une particule constituée d'un génome entouré d'une enveloppe protéique qui peut parasiter une cellule hôte. Et dans ce cas, la particule serait le SARS-CoV-2, qui provoque une maladie connue sous le nom de Covid-19. Qu'il soit libéré intentionnellement ou accidentellement, les partisans de la fuite de laboratoire affirment que Fauci et compagnie finançaient des recherches sur le gain de fonction des coronavirus dans des endroits tels que l'Institut de virologie de Wuhan. Cependant, comme pour les brevets qui auraient été déposés pour des coronavirus présumés ou les documents secrets qui auraient été divulgués, le simple fait d'écrire quelque chose ne signifie pas que cela correspond à la réalité, ou même que cela est biologiquement plausible. Malheureusement, la fausse piste du gain de fonction peut se propager assez rapidement, car, comme tout attrape-nigo, il détourne l'attention des questions fondamentales. Pour commencer, qu'ont réellement accompli ceux qui proposent le gain de fonction?
Toute l'histoire implique encore l'invention d'une maladie fictive qui peut être expliquée en rebaptisant d'autres maladies et en qualifiant de cas des personnes en parfaite santé. Alors, que nous apprennent les différents documents concernant la DARPA, l'EcoHealth Alliance et l'Institut de virologie de Wuhan? Tout d'abord, il y a une lettre du major Joseph Murphy, ancien membre de la DARPA dans le corps des marines des États-Unis, envoyée à l'inspecteur général du ministère de la Défense. Pour moi, la lettre est un curieux mélange de faits et de fiction. Il fait référence à la proposition d'EcoHealth Alliance à la DARPA concernant des expériences avec de prétendus coronavirus de chauve-souris et affirme que malgré les démentis officiels, le travail est en cours. Cependant, cela n'a rien à voir avec la question de savoir si les virus existent, comme je l'expliquerai bientôt lorsque nous examinerons le document. Murphy affirme que le SARS-CoV-2 est une création synthétique avec une protéine spike insérée dans une ossature recombinante du SARS-CoV de la chauve-souris. Bien que je sois d'accord que la protéine spike et ses séquences, qui ont des antécédents de brevets, sont des créations synthétiques, je n'ai jamais vu de preuve directe qu'elles font partie d'un virus. En fait, l'existence du SARS-CoV-1 en tant que particule complète n'a jamais été démontrée non plus. Comme je l'ai expliqué précédemment dans ma vidéo, qu'est-il arrivé au SARS-CoV-1 ? Il poursuit en disant que le virus synthétique s'est répandu rapidement parce qu'il était aérosolisé et pouvait donc infecter efficacement les chauves-souris dans les grottes. Intéressant, mais toutes les expériences que j'ai examinées ne parviennent pas à démontrer la transmission par aérosol de quoi que ce soit d'autre que des fragments génétiques, qui sont détectés par PCR et sont ensuite présentés comme des virus. Par exemple, cet article de 2021 prétendait que le SARS-CoV-2 était aérosolisé par des singes. Cependant, leur méthodologie révèle qu'ils ont versé 4 ml d'une soupe génétique censée contenir le virus directement dans les poumons du singe. Soit dit en passant, 4 ml de n'importe quoi est une énorme quantité à verser dans la trachée d'un petit singe. Ensuite, ils ont prélevé l'air de leur souffle expiré aux jours 2, 4 et 6 et ont effectué un PCR sur des séquences sélectionnées jusqu'à 45 cycles. Et hop, les 2e et 4e jours, ils ont pu détecter certains des mêmes fragments génétiques qu'ils avaient introduits dans leurs poumons. Nous y revoilà, vous voyez le problème? Rien de tout cela ne nécessite l'existence d'un virus. Les singes expiraient simplement ce qui avait été introduit dans leurs poumons. Le titre, qui prétend que les singes ont été infectés, est tout aussi trompeur. Aucun d'entre eux n'a été infecté par quoi que ce soit, et encore moins par le prétendu CoV-2. Ont-ils effectué une expérience de contrôle comparatif? Bien sûr que non, cela aurait tout gâché. Le major Murphy poursuit en disant que la maladie Covid-19 se résout facilement avec un traitement précoce qui inhibe la réplication virale. De quelle maladie parle-t-il ici? Il faut se rappeler que le Covid-19 lui-même est un simulacre d'état clinique. La seule exigence est le résultat d'un processus PCR qui ne détecte pas de virus. Il amplifie simplement des séquences génétiques sélectionnées. Il n'a aucune signification diagnostique établie pour la personne, ou la papaye, ou tout autre échantillon prélevé. Tout cela a été expliqué en 2020 dans une autre de mes vidéos censurée par Big Tech, intitulée « Qu'est-ce qu'un cas de Covid-19 ?» Murphy poursuit en disant que de nombreux médecins du pays ont identifié que les symptômes des réactions au vaccin reflètent les symptômes de la maladie, ce qui, encore une fois, est problématique pour la même raison. À quelle maladie clinique fait-il référence? Tous les nouveaux problèmes proviennent des vaccins, car c'est la seule preuve directe que nous ayons de la façon dont les protéines spike et les composants non biologiques pénètrent dans l'organisme. Par conséquent, la seule arme biologique artificielle dont nous pouvons confirmer l'existence est celle des injections. Le concept de virus reste limité aux séquences génétiques et aux bases de données hypothétiques, aux techniques de détection moléculaire et aux expériences indirectes en laboratoire. Un autre signal d'alarme pour moi était que je n'ai pas pu trouver d'autres informations sur le major Murphy et ses antécédents en matière de médecine et de virologie. Je me demande si la lettre n'a pas eu un soutien important d'autres partisans qui ont fait pression pour que l'on parle de fuite de laboratoire et de gain de fonction. De mon point de vue, elle ne contient aucune information scientifique utile et vérifiable. Il a peut-être identifié une certaine corruption institutionnelle, mais cela n'a rien à voir avec l'existence de virus présumés tels que le SARS-CoV-2. Quoi qu'il en soit, s'il souhaite se manifester, je serai heureuse de l'interviewer sur ma chaîne pour lui poser d'autres questions dans l'espoir de clarifier ses expériences. Un autre document promu par Project Veritas concerne Peter Daszak et EcoHealth Alliance en 2018. Projet Désamorce. Désamorcer la menace des coronavirus transmis par les chauves-souris, qui cherchait à obtenir un financement par le biais du programme Preempt de la DARPA.
Cette proposition est pleine d'absurdités scientifiques et s'ouvre en disant « Notre objectif est de désamorcer le potentiel de propagation de nouveaux coronavirus à haut risque zoonotique provenant de la chauve-souris liée au SRAS en Asie ». Ah ouais, la vieille histoire de la grotte des chauves-souris impliquant des coronavirus fictifs qui ne sont rien d'autre que des séquences génétiques détectées dans des crottes de chauves-souris, qui a également été abordée dans ma vidéo sur le SARS-1. Cette erreur n'empêche pas Daszak et compagnie de prétendre frauduleusement avoir publié des preuves directes de la transmission du nouveau coronavirus du SARS à des personnes dans la province de Yunnan en Chine, et que les virus constituent un danger clair pour nos militaires et pour la sécurité sanitaire mondiale. Tout cela semble assez effrayant, mais pour 14 209 245 $, Daszak et son équipe peuvent apparemment résoudre ce problème pour nous. La proposition dit qu'ils séquenceront les protéines spike et feront de la rétro-ingénierie pour les retransformer en virus, pour infecter des souris humanisées et définir sa capacité à provoquer une maladie semblable au SRAS. Eh bien, il est possible de concevoir une protéine spike, comme nous l'avons vu avec les vaccins géniques, mais il n'a jamais été prouvé qu'elle faisait partie d'un virus pathogène. Et en ce qui concerne mes études, parlons-nous des expériences similaires présumées sur le SRAS, qui ne sont que des exemples de mauvais traitements infligés aux animaux avec des méthodes anti-scientifiques. Lorsque la méthodologie est examinée, il compte sur le fait que le lecteur ne soit pas capable d'interpréter les articles auxquels ils font référence. Par exemple, dans la partie D du plan technique, ils disent « Depuis 14 ans, notre équipe a mené une surveillance du Covid et des populations de chauves-souris dans le sud de la Chine. » Ce qui a permis d'obtenir plus de 180 SARS-CoV uniques et environ 10 000 échantillons. En fait, ce qu'ils ont, ce sont des séquences in silico hypothétiques créées à partir de millions de fragments génétiques trouvés dans les excréments de chauves-souris. Il n'y avait aucune preuve que l'un de ces prétendus génomes existe dans la nature ou s'il existe, qu'il ait quoi que ce soit à voir avec des virus. Il y avait cette photo ridicule montrant des particules qui avaient été produites en laboratoire après l'administration d'une double dose de 3 antibiotiques en plusieurs passages de la culture tissulaire. Leur idée de purification semble plutôt douteuse, et la nature virale des particules de l'image n'a jamais été démontrée. Un contrôle comparatif de cette partie de l'expérience brille également par son absence. L'ensemble du discours de vente d'Eco Alliance repose donc sur l'affirmation selon laquelle tout cela est fondé scientifiquement, et que les coronavirus pathogènes existent et sortent des grottes à chauves-souris. Pour moi, cela ne tient pas la route sur le plan scientifique. Les documents montrent que la DARPA a officiellement rejeté le projet, mais que cette prétendue recherche ait continué ou non n'a aucune importance sur le plan scientifique, car il n'a pas été démontré qu'ils travaillent avec de vrais virus. Daszak et compagnie reçoivent déjà des centaines de millions de dollars de financement. Ils continueront donc bien sûr leur marketing anti-science s'ils peuvent obtenir 40 millions de dollars supplémentaires. N'oubliez pas que c'est le même type qui a dit en 2015 « Pour maintenir la base de financement au-delà de la crise, nous devons sensibiliser davantage le public à la nécessité de disposer de contre-mesures médicales telles qu'un vaccin contre la grippe ou le coronavirus. Les médias sont un facteur clé et l'économie suit le battage médiatique. Nous devons utiliser ce battage à notre avantage pour aborder les vrais problèmes. Les investisseurs réagiront s'ils voient des bénéfices à la fin du processus. » Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'il n'y a aucune preuve directe que les virus pathogènes existent et provoquent des maladies chez l'homme. Dans notre livre Virus Mania, nous expliquons pourquoi cette industrie de plusieurs milliards de dollars qui peut être utilisée pour contrôler le monde compte sur la croyance du public en un narratif viral. Si le public croit effectivement aux mensonges de la virologie, alors des pandémies sans fin l'attendent. L'arnaque du Covid-19 et la guerre contre l'humanité ont montré jusqu'où le mensonge peut être poussé. Une fois le spectacle du Covid-19 terminé, un autre virus attendra dans les coulisses, à moins que les gens ne se rendent compte que le roi est nu. La révélation apparente de ces documents récents ne change en rien ce que nous savons de la nature et de l'état des preuves scientifiques. Je suis sûre que nous verrons d'autres distractions autorisées à l'avenir pour ramener les masses dans le rang, lorsqu'elles s'ennuieront ou se méfieront de l'intrigue. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours des 2 dernières années, c'est que Big Tech supprime les documents sur l'existence des virus plus que toute autre chose. C'est pourquoi je ne peux même pas télécharger ceci sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à continuer à en parler et à rallier le plus de gens possible à votre cause. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié mon travail et si vous souhaitez me soutenir pour me permettre de rester indépendante sur ma chaîne Jeanne Traduction, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee ou Libérapay.
à mettre un pouce vers le haut, un j'aime ou à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous rendre sur mon site jeannetraduction.com où vous retrouverez toutes mes vidéos classées par thème dans l'onglet vidéo en haut du site. Ou si vous souhaitez collaborer avec moi pour une production vidéo ou une traduction, vous retrouverez l'onglet Contact également sur mon site. Ensemble, donnons une voix au monde de demain. Merci à tous et à très bientôt.